Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr. Aujourd'hui, nous allons parler plan épargne retraite et surtout déclaration fiscale, puisque c'est la période, on ne s'y fera jamais, mais chaque année, nous devons remplir notre fameuse déclaration d'impôt. Et donc, c'est un travail pas toujours facile, surtout si on a effectué des versements déductibles sur son PER. C'est l'occasion d'en parler aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Mickaël, puisque c'est la deuxième fois qu'il vient. Mickaël Leray, responsable grand compte de l'UMR. Bonjour Mickaël. Bonjour Henri, bonjour à tous. Alors, vous connaissez le principe maintenant. Nous sommes ensemble pendant environ 40-45 minutes. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Comme à chaque fois, on en est ravis. Une présentation qui se déroule toujours en deux parties. Une partie présentation avec des captures d'écran pour essayer de vous guider au mieux dans votre déclaration pour vos versements déductibles PER. Et puis une dernière partie questions-réponses. On a sélectionné une petite dizaine de questions. On tentera d'y répondre le plus clairement possible avec Mickaël. On se partagera un petit peu les questions sur la fin de la présentation. Voilà, alors on peut commencer avec la première slide. Je passe la main directement à Mickaël pour débuter. Très bien, merci. Donc oui, on va rappeler effectivement le principe de la déduction. Donc les versements qui sont effectués sur un PER sont effectivement déductibles de la base imposable, donc ce qui va vous générer une économie d'impôt. Et cette économie d'impôt, pour qu'elle ait lieu, elle est fonction évidemment de ce que vous allez mettre sur votre PER, mais elle va être aussi fonction en fait de ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire la tranche la plus haute sur laquelle vous êtes imposé. Donc plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, plus l'économie réelle d'impôt sera importante. Donc on va prendre un exemple. On va prendre un exemple sur un montant de 10 000 euros. Donc supposons dans un premier temps que vous soyez sur une TMI, c'est-à-dire une tranche marginale d'imposition à 30% par rapport au barème progressif de l'impôt. Eh bien, vous allez générer une économie d'impôt de 30% du versement que vous allez effectuer. Là, en l'occurrence, sur 10 000 euros, eh bien, ça fait 3 000 euros d'économie d'impôt. Si vous êtes sur la tranche supérieure, si la tranche haute, vous êtes sur la tranche à 41, là, l'économie d'impôt passera à 4 100 euros sur 10 000 euros versés. Et si vous êtes sur la tranche à 45, eh bien là, l'économie est encore plus importante puisque vous ferez une économie de 4 500 euros sur 10 000 euros versés. Donc, on voit que plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, plus pour un montant donné, vous faites une économie fiscale qui est importante. Merci, Mickaël. Alors, rappel sur, effectivement, dans le cadre de la déclaration, vous avez des dates limites de déclaration et c'est fonction de votre département et de lieu de résidence. Donc là, pour ce qui concerne les départements numérotés de 1 à 19 ainsi que pour les non-résidents, la limite pour la déclaration, elle sera le jeudi 22 mai 2025. Pour ce qui concerne les départements numérotés de 20 à 54, la date limite est le 28 mai. Et puis, ce qui concerne les départements qui suivent à partir du numéro 55 ainsi que les départements d'outre-mer, vous aurez une date limite de jeudi 5 juin. Donc, c'est important d'y penser à cette date limite puisque si vous n'avez pas fait votre déclaration dans les temps, vous aurez une majoration de votre impôt à payer. En l'occurrence de 10% dans un premier temps. Donc, autant être à l'heure. Oui. Alors, où est-ce qu'on trouve l'attestation fiscale, Mickaël, pour le coup? Alors, l'attestation fiscale. Donc, les assureurs qui gèrent des PER transmettent les informations à l'administration fiscale. Donc, normalement et en théorie, vous devez retrouver le montant sur votre déclaration d'impôt. Donc, le montant est reporté. Cependant, il est bon de vérifier quand même ce montant-là et il se peut aussi que le montant n'ait pas été reporté. Donc, on vous invite pour ça à aller sur votre espace personnel et d'aller récupérer l'attestation fiscale et de voir la cohérence effectivement entre le montant qu'il y a sur l'attestation fiscale et le montant qui sera indiqué sur votre déclaration d'impôt. Très bien. L'attestation fiscale, Mickaël, qui chez placementdirect.fr est disponible sur votre espace client. Soit c'est une attestation séparée, soit c'est via l'avis de situation. Au sein de l'avis de situation, il y a aussi l'attestation qui est souvent disponible. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut être effectivement dans le prolongement du relevé de situation aussi. Très bien. Et l'attestation fiscale s'appelle d'ailleurs parfois imprimé fiscal unique aussi chez certains assureurs, mais tout ça est la même chose pour le coup. Alors, si on regarde maintenant plus en détail la déclaration et les lignes
les lignes à remplir, en fait, il y a plusieurs situations lorsque vous effectuez des versements déductibles sur un PER. Vous avez bien sûr le cas d'un salarié, le cas d'un travailleur non salarié, on le verra par la suite, mais le cas standard, le cas d'un salarié qui dispose de ses propres plafonds qui sont disponibles et dont vous en avez la connaissance sur votre avis d'imposition. Alors, lorsque vous avez fait des versements déductibles, vous devez remplir les cases 6NS, 6NT et 6NU si vous avez une personne à charge qui a effectué un versement déductible sur un PER. Personne à charge, par exemple. Alors, vous savez que maintenant, le PER pour les mineurs, ce n'est plus possible depuis un peu plus d'un an. Mais vous pouvez très bien avoir un enfant jeune majeur, toujours attaché au foyer fiscal, qui effectue un versement sur son propre PER. Dans ce cas-là, ce sera la case 6NU qu'il faudra remplir. Déclarant 1, déclarant 2, donc dans le cadre d'un salarié, c'est case 6NS, 6NT. Donc c'est ici qu'il faudra vérifier si les montants renseignés correspondent bien à ce que vous avez effectué comme versement durant l'année sur votre contrat ou sur vos contrats d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir plusieurs PER. Alors maintenant, dans le cas un peu plus complexe d'un travailleur non salarié, d'un indépendant, en fait, l'indépendant a deux possibilités. Il peut soit, puisqu'il dispose également sur son avis d'imposition de plafond d'épargne retraite, donc il peut faire comme pour un salarié et remplir donc les cases 6NS, 6NT, 6NU qu'on voit sur la première ligne. Sinon, ce qui est le cas plutôt classique, vous profitez de vos propres plafonds Madelin, puisqu'il y a en fait un double plafond, un TNS comme un travailleur non salarié, généralement un taux de remplacement plus faible à la retraite. Il dispose d'un plafond qui est majoré. Et donc, dans ce cas, vous avez généralement déjà réduit votre bénéfice imposable des versements déductibles de votre PER. Donc, vous n'allez pas déduire deux fois les versements. Donc, il ne faut surtout pas remplir les cases 6NS, 6NT et 6NU. Dans ce cas-là, il suffit uniquement de remplir les cases donc, qui sont entourées ici, 6OS, 6OT et 6OU, dans la limite de 10% du bénéfice imposable. C'est une case en fait qui permet uniquement à l'administration fiscale d'alimenter et de calculer en fait le plafond de déduction sur le revenu global de l'année suivante. Bien sûr, vous pouvez faire les deux en même temps. C'est pas soit l'un soit l'autre. Certains TNS peuvent à la fois utiliser le plafond équivalent PERP, les anciens dispositifs sur donc leur revenu imposable, et également utiliser leur plafond donc de l'article 154 sur leur bénéfice imposable. Directement déduit de leurs bénéfices. Fiscalement, ça revient au même. De toute façon, ça génère la même économie d'impôt. Alors, bien sûr, vous avez après d'autres cases qu'il convient de prendre en compte. Il faut bien sûr vérifier les plafonds dont vous pouvez disposer. Donc, il suffit de cliquer là, consulter ou modifier le plafond global. Donc, c'est les cases 6PS, 6PT et 6PU. Ces plafonds donc sont généralement justes, mais il faut quand même bien sûr toujours les comparer avec l'avis d'imposition que vous avez, ou on le verra plus tard, l'avis de situation déclarative qui mentionne vos plafonds à jour. Pour les personnes à charge, généralement le plafond n'est pas pré-rempli, il faut le remplir manuellement. Alors une personne à charge qui n'a pas de revenus professionnels, un jeune majeur par exemple, a le droit à un plafond qui est un plafond automatique qui correspond à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, c'est un petit peu plus de 4 000 €. Et également, il a le droit à ses reports de plafond, à ses 3 anciens plafonds. Donc, un jeune majeur qui n'aurait jamais effectué de versement déductible pourrait en fait avoir 4 années de plafond d'épargne retraite, donc un peu plus de 16 000 € au global. Voilà, donc ça, c'est une information également à vérifier. Bien sûr, ce qu'il y a de très, très important, c'est de respecter les plafonds de chacun. C'est-à-dire que si vous avez 16 000 € de plafond et que vous avez effectué 18 000 € de versement sur votre PER, vous allez dépasser votre plafond individuel. Donc là, il y aura des petites subtilités à mettre en place. Mickaël vous en parlera un petit peu par la suite. Et donc, il faut bien que le montant du versement de chaque déclarant demeure dans son plafond respectif. Alors justement, si vous souhaitez mutualiser les plafonds, puisqu'en fait, il est possible, et ça arrive d'ailleurs assez souvent, que, par exemple, le déclarant 1 souhaite effectuer des versements déductibles sur son PER de façon importante, et tellement importante qu'il dépasse son plafond de l'année en cours, mais également son plafond global, donc avec le rattrapage des 3 dernières années. Si c'est le cas, il peut très bien utiliser, si le déclarant 2 est d'accord, les plafonds du déclarant 2. Dans ce cas-là, si vous allez dépasser vos propres plafonds et utiliser les plafonds du déclarant 2, il faudra bien penser à cocher la case 6QR pour mutualiser les plafonds. Si, là aussi, une petite utilité qui n'est pas toujours connue, si vous avez été expatrié pendant au moins 3 ans et que vous rentrez
en France, vous êtes rentré en France en 2024, automatiquement, vous n'avez pas de plafond d'épargne retraite qui sont disponibles à votre disposition, puisque l'administration fiscale n'a pas d'historique de revenus professionnels pour les calculer. Mais il est quand même possible d'effectuer des versements et potentiellement des versements importants sur un PER. Pourquoi? Et c'est en cochant la case 6QW. Parce qu'en fait, on va vous permettre de calculer donc sur vos revenus de l'année 2024, 10% de ces revenus professionnels qui vont déterminer votre plafond pour l'année en cours. Et comme vous n'avez pas d'historique, on vous autorise à multiplier par 3 ce plafond pour avoir en fait récupéré en fait les 3 années antérieures de plafond. Donc quelqu'un qui aurait 100 000 euros de revenus professionnels aurait 10 000 euros en fait de plafond pour l'année en cours, plus 3 fois 10 000 euros, 30 000 euros de rattrapage. Donc ça lui ferait un plafond global de 40 000 euros pour un impatrié. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors maintenant, vous allez remplir votre déclaration, vous arrivez à la fin, vous validez votre déclaration. Il y a une information assez intéressante qui vous est fournie, puisque vous allez avoir ce que l'on appelle votre avis de situation déclarative, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre avis d'imposition, que vous recevrez par contre au mois d'août. Mais sur cet avis de situation déclarative, en fait, est mentionné, en fin d'avis, vos plafonds d'épargne retraite à jour. Donc là, on les a précisés. Vous voyez, vous avez votre plafond, la ligne du bas, qui est entourée en rouge, c'est le plafond global, donc le plafond de l'année en cours, plus les rattrapages des 3 dernières années, pour le déclarant 1, pour le déclarant 2. Ça vous permet quelque part de commencer à vous projeter sur vos versements déductibles de 2025, puisque généralement, on attend souvent la fin de l'année pour avoir connaissance de ces plafonds et avoir une estimation un peu plus fine de ces revenus imposables, pour essayer de calibrer le tout. Mais là, quelque part, vous pouvez avoir un petit coup d'avance, ça peut vous permettre aussi de lisser votre effort d'épargne tout au long de l'année. Donc, vous avez déjà cette information-là à la fin de votre déclaration, quand vous l'avez validée. Vous avez vos plafonds d'épargne retraite qui sont à jour. Donc, vous pouvez tout à fait les noter et en tenir compte pour vos versements déductibles de l'année 2025, qu'il est possible du coup d'effectuer un peu plus tôt que d'habitude, parce qu'on sait très bien que la saisonnalité est très forte sur le PER. On attend souvent septembre-octobre quand on a connaissance de tous les paramètres pour effectuer des versements déductibles, voire pour certains des fois mi-décembre ou fin décembre. Là, ça vous permet de prendre un peu plus le temps et de lisser peut-être aussi votre effort d'épargne dans le temps. Donc c'est plutôt une bonne pratique. C'est ce que l'on conseille chez placementdirect.fr. Et puis c'est l'occasion aussi, si vous vous projetez sur 2025, de faire un point sur les caractéristiques de votre PER. Aujourd'hui, le PER qui a 5 ans et demi, il a été lancé par la loi Pacte le 1er octobre 2019. Le PER qui connaît un gros succès. Il y a une centaine de PER commercialisés aujourd'hui, mais bien sûr, tous ne se valent pas en termes de frais, d'offres financières ou de performance ou de rémunération du fonds euro. Donc là, c'est peut-être aussi l'occasion de faire un point sur les caractéristiques de votre PER. Parce qu'en fait, à l'inverse de l'assurance vie où il n'est pas possible de transférer un contrat d'assurance vie d'un assureur à l'autre, un produit d'épargne retraite, un PER ou les anciens dispositifs, les PERP, Madelin, etc., peuvent être transférés. Et donc là, ça peut être l'occasion, si vous êtes déçu de ces caractéristiques, de le transférer à moindre coût. Mais là, je vais donner la parole à Mickaël, puisqu'en tant qu'assureur, c'est eux qui gèrent les transferts entre assureurs. Donc, il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, tout à fait. Effectivement, le transfert, vous pouvez le faire à tout moment. Effectivement, ça demande un temps, effectivement, puisque au moment où vous demandez la demande de transfert, elle arrive au niveau de l'assureur, et l'assureur prend contact effectivement avec l'assureur d'origine pour aller récupérer les fonds. Sachez que il faut pour un PER, en théorie, le transfert doit s'opérer dans les 2 mois qui suivent la demande. Pour ce qui concerne les anciens dispositifs d'épargne retraite, il faut 4 mois. Ce qu'on constate dans la réalité, c'est que généralement les délais sont un peu plus longs. Nous, sachez que nous, UMR, on est sur des délais extrêmement raisonnables. On a mis en place un process de relance vis-à-vis de l'assureur d'origine pour avoir des délais qui sont extrêmement intéressants, puisqu'aujourd'hui on arrive à récupérer les fonds au bout de 2 mois et demi. Et donc ce sont des délais qui sont effectivement extrêmement bons au regard de ce qui se fait par rapport à la concurrence. Oui, très bien. Et d'ailleurs, sur les transferts, petit complément, il y a potentiellement des frais de transfert qui sont appliqués entre les contrats. Sachez que la loi Pacte a réduit et a encadré et encadre de toute façon les frais de transfert, puisque les frais de transfert de PER à PER sont plafonnés à 1% les 5 premières années du plan et sont forcément gratuits au-delà de 5 ans. Donc, vous avez potentiellement un PER qui a aujourd'hui plus de 5 ans et qui est peu satisfaisant, c'est l'occasion de le transférer. Les anciens dispositifs d'épargne retraite, c'était, pour les transférer vers un PER notamment,
c'était jusqu'alors maximum de 5% de frais de transfert pendant 10 ans, et après c'était gratuit au bout de 10 ans. Depuis le 24 octobre, donc c'est assez récent, les frais de transfert ont été alignés avec le PER, donc c'est 1% maximum pendant 10 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à moins d'être à quelques mois de la date anniversaire qui vous permettrait de réaliser un transfert gratuit, sinon vous avez un paiement ou en tout cas une contrainte financière, une pénalité, voilà, qui est malgré tout importante, 1%, mais qui peut être très vite rentabilisée avec les caractéristiques quand même beaucoup plus compétitives que vous pourrez retrouver sur des PER. Aujourd'hui, nous, si on parle des PER chez placementdirect.fr, ils sont très peu chargés en frais, pas de frais sur les versements, des frais de gestion très raisonnables entre 0,5 ou 0,6%, des fonds en euros qui sont parmi les plus rémunérateurs et une offre financière très large. Donc, ça mérite d'être calculé. En tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et aujourd'hui, il y a assez peu de freins malgré tout pour passer à l'action. Voilà. Alors, Michael, peut-être que maintenant nous arrivons, voilà, ça fait environ la moitié de la présentation. On est pile poil en ligne avec le délai. On passe à la partie questions-réponses. Donc, je vous rappelle, vous avez été nombreux à nous poser des questions. On en a sélectionné une petite dizaine. N'hésitez pas toujours pendant ce webinaire à nous poser des questions. On pourra, si on peut pas répondre en direct, on reprendra contact avec vous. On vous répondra par mail, de toute façon, sans aucun problème. C'est l'occasion d'échanger et de nous poser toutes les questions qui peuvent vous intéresser. Alors, Michael, une question de Didier qui nous demande, on a déjà un petit peu parlé, si une attestation fiscale doit lui parvenir. Alors, merci Didier pour cette question. Alors, effectivement, l'attestation fiscale, on la retrouve sur l'espace personnel, donc sous deux appellations, soit sous la forme, donc c'est indiqué attestation fiscale pour ce qui concerne le PER retraite ISR, et pour ce qui concerne le PER Swift Life, on sera sur l'indication de imprimat fiscal. Donc oui, il faut aller sur votre espace personnel pour pouvoir récupérer l'attestation. Voilà, ça vous permet d'avoir quelque part une synthèse de tous les versements déductibles que vous avez effectués durant l'année, parce que si vous aviez effectué qu'un seul versement déductible en fin d'année relativement important, c'est facile de s'en souvenir. Si vous avez fait des versements réguliers tout au long de l'année, c'est difficile de savoir exactement quel est le cumul des versements que vous avez réalisés sur un PER. Si vous avez deux produits d'épargne retraite et que vous avez effectué des versements sur deux produits d'épargne retraite, là aussi ce sera compliqué. Donc, il faudra bien prendre à chaque fois les attestations de chaque établissement dans lequel vous avez un produit d'épargne retraite que vous avez alimenté pour bien faire le cumul et bien vérifier quelque part que tout soit en ligne avec votre déclaration. Alors, une question d'Aliénor qui nous dit Aliénor qui a des revenus plus faibles que prévu, et donc elle souhaiterait revenir sur la déductibilité des versements qu'elle a réalisés en 2024. Alors, malheureusement, Aliénor, on ne peut pas, une fois que vous avez en fait, le PER, il y a plusieurs compartiments. Ce qui nous intéresse sur le PER individuel, sur vos versements volontaires, c'est le compartiment 1, et donc vous avez deux sous-compartiments, un compartiment pour des versements volontaires déductibles et un compartiment pour des versements volontaires non déductibles. En l'occurrence, lorsque vous avez fait vos versements, si vous avez opté pour des versements déductibles, l'année suivante, lorsque vous faites votre déclaration, ils ont été considérés comme déductibles. Donc, vous êtes obligé malgré tout de les considérer lors de votre déclaration comme déductibles. Alors, j'imagine que derrière, Aliénor, comme vous avez moins de revenus, peut-être que votre taux marginal d'imposition dont parlait Mickaël n'est plus de 41 ou de 45 ou de 30%, mais peut-être que de 11%. Donc, c'est moins intéressant. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas revenir en arrière, donc c'est trop tard. Donc, il faut quand même les considérer comme des versements déductibles. Ça vous apportera une réduction d'impôt, certes plus faible, mais malgré tout, ce sera une réduction d'impôt. Alors, Mickaël, une question de Géraldine qui nous demande si les versements PERCO sont et peuvent être concernés par la déduction fiscale. Alors, merci pour cette question. Alors, effectivement, le PERCO, c'est un ancien dispositif d'épargne retraite qui n'est plus commercialisé depuis octobre 2020. Pour autant, on peut continuer à faire des versements sur ce type de dispositif. Donc, le PERCO, c'est un dispositif qui accueille principalement de l'épargne salariale, généralement de l'intéressement et de la participation. Ces versements qui sont effectués sont exonérés d'impôt sur le revenu aujourd'hui. Et si parallèlement vous souhaitez faire des versements volontaires,
ces versements volontaires aujourd'hui ne sont pas déductibles sur un PERCO. Pour autant, il faudra quand même veiller et s'assurer que ce contrat n'ait pas évolué. Il se peut que ce contrat ait pu être pactisé suite à la loi Pacte et qu'il soit devenu un PER, ce qu'on appelle un PER collectif, PERCOL. Et dans ce cadre, si c'est un PER collectif, il y aura 3 compartiments et il y a un compartiment effectivement qui est toujours consacré à l'épargne salariale, donc qui accueillera la participation d'intéressement. Mais il y a un compartiment 1 qui est le compartiment des versements volontaires qui sera en capacité là d'accueillir les versements volontaires déductibles. Donc là, il faudra simplement creuser, de savoir si c'est effectivement toujours un PERCO. Les versements volontaires ne seront pas déductibles, mais si ce contrat a évolué et qu'il a été pactisé entre guillemets, et qu'il est devenu un PER collectif, à ce moment-là, les versements seront déductibles au titre du compartiment 1. Maintenant, au-delà de ça, il faudra voir la pertinence du contrat, puisque rien ne nous empêche aussi d'ouvrir aussi un PER individuel, ce qui vous permettra là aussi de faire des versements et pouvoir déduire dans le cadre des versements volontaires. Oui, parce que souvent, ce que l'on remarque, Mickaël, sur les PERCO, sur ces plans d'épargne collectifs, c'est que d'une façon générale, la concurrence est un petit peu moins forte et donc ils ont tendance à avoir des caractéristiques techniques et financières un petit peu moins solides que ce que vous pouvez trouver en faisant une recherche par vous-même et en sélectionnant vous-même votre PER individuel. Et donc, même s'il est pactisé et que vous avez un PER collectif, regardez les caractéristiques de ce PER en termes de frais, en termes d'offres financières notamment, parce que en fait, peut-être que vous auriez tout intérêt à ouvrir parallèlement un PER individuel, quitte à y transférer plus tard ce PERCO vers votre PER individuel, parce que même si c'est un PER individuel, il dispose des 3 compartiments et les compartiments 2 et 3 peuvent être alimentés par transfert uniquement, mais malgré tout, vous pourrez tout regrouper au sein d'un même produit. Donc voilà, il y a plusieurs choses à regarder, mais en tout cas, les pistes sont plutôt assez nombreuses. Alors, une question de Sandrine qui nous demande s'il est possible de faire un versement déductible sans avoir d'activité professionnelle. Alors, Sandrine, effectivement, c'est tout à fait possible. La question, à mon avis, c'est de savoir si vous y avez réellement intérêt ou pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans revenu professionnel, sans revenu d'activité professionnelle, votre plafond d'épargne retraite, en fait, correspondra à 10% du PASS, 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire un petit peu plus de 4 000 € plus les rattrapages des anciennes années, jusqu'à 3 années. Donc, un plafond d'épargne retraite, vous en aurez un et il sera mentionné sur votre avis d'impôt ou sur votre avis de situation déclarative. Ensuite, il faut bien avoir en tête qu'un PER, c'est un versement déductible. Donc, si vous n'avez pas de revenus professionnels, il faut espérer que vous ayez d'autres revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu importants qui justifieraient d'effectuer des versements déductibles. Parce que si vous êtes, par exemple, non imposable, le PER pour des versements déductibles n'a aucun intérêt. Si vous avez des revenus, par exemple, des revenus fonciers très importants et que vous êtes fortement fiscalisé sur ces revenus fonciers, ça marcherait d'effectuer un versement volontaire déductible. Mais dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Vous avez des plafonds qui sont minorés puisque les plafonds, normalement, sont calculés sur les revenus professionnels. Mais vous pouvez tout à fait le faire dans une certaine limite, mais il faut bien calculer et mesurer l'intérêt que vous avez sur vos revenus imposables d'effectuer des versements déductibles ou non. Alors, Mickaël, une question de Christophe qui nous demande quoi faire si l'on a versé davantage que son plafond. Alors, Christophe, déjà, il faut s'assurer de quoi on parle. Est-ce que c'est le plafond simplement de l'année en cours ou c'est l'ensemble des plafonds, c'est-à-dire le plafond de l'année en cours plus les plafonds des 3 années antérieures, N-3, N-2 et N-1. Si on parle que du plafond de l'année en cours, il faudra effectivement, vous aurez la possibilité d'utiliser les plafonds des années antérieures en utilisant d'abord le plafond de l'année N-3, plus N-2, plus N-1. Si effectivement vous avez utilisé l'intégralité de vos plafonds, vous aurez la possibilité, comme l'a indiqué tout à l'heure Henri, la possibilité d'aller utiliser les plafonds du conjoint, de la conjointe. Et à ce moment-là, vous le savez, il faut cocher une case à ce titre qui vous permettra
d'utiliser ce qu'on appelle la mutualisation des plafonds. Hein, c'est-à-dire que, et dans ce cadre-là, si vous avez utilisé l'intégralité de vos plafonds, vous pourrez aller ici aussi utiliser les plafonds de votre conjoint. Et si l'intégralité effectivement de tous les plafonds ont été utilisés, eh bien, ce qui dépassera des plafonds effectivement sera non déductible. Mais il faut bien vous assurer que vous ayez bien utilisé l'intégralité de vos plafonds. Plafond de l'année en cours, les plafonds des 3 années antérieures. Et si vous êtes marié, pacsé, vérifiez aussi la possibilité d'utiliser les plafonds du conjoint. Très bien, c'est très clair. Merci, Michael. Alors, une question de François qui nous dit qu'il est médecin, qu'il a un contrat Madelin, donc un ancien dispositif d'épargne retraite dédié aux travailleurs non salariés, sur lequel il a fait des versements et ces versements, il les a déduits de ses bénéfices. Qu'est-ce qu'il doit déclarer? En l'occurrence, il ne va pas redéclarer ses versements comme versements déductibles puisqu'il a déjà déduit ses versements de son bénéfice imposable. Donc, il ne va pas les déduire 2 fois. Par contre, il faut bien qu'il remplisse les cas 6 OS et suivantes qui permettent à l'administration fiscale de calculer son plafond de l'année suivante. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui aura un impact fiscal tout de suite, mais ça permettra de déterminer les plafonds futurs. Donc, il y a uniquement ces cas 6 OS et suivantes à remplir. On en parlait tout à l'heure lors de la présentation. Guillaume, une question pour Mickaël qui vous demande, Mickaël, alors Guillaume, le plafond, ils ont tous les deux effectué des versements. Comment doivent-ils faire en termes d'utilisation des plafonds? Oui, alors c'est un peu en lien avec la question que j'ai eue précédemment. Effectivement, respectivement, les plafonds sont individualisés, donc le déclarant 1 et le déclarant 2 ont respectivement des plafonds. Il y a un ordre d'utilisation des plafonds. D'abord, on utilise le plafond de l'année en cours, respectivement pour le déclarant 1 et 2, et ensuite, respectivement, l'un et l'autre aussi, si ils utilisent l'intégralité de leur plafond l'année en cours, ils pourront aller utiliser les plafonds des années antérieures. Là aussi, il y a un ordre. On va d'abord utiliser le plafond le plus ancien en N-3, puis ensuite, si on a utilisé l'intégralité du N-3, on va aller chercher le N-2, puis le N-1. Si on voit qu'effectivement, il y a une différence de versement entre le déclarant 1 et le déclarant 2, et que l'un souhaiterait mettre davantage que ses plafonds, il a la possibilité d'aller utiliser le plafond du déclarant 2. Là, encore une fois, il faut cocher la bonne case qu'il faut dans la partie épargne retraite. Il y a une phrase qui indique, voilà, souhaitez-vous utiliser les plafonds de votre conjoint? Il suffit simplement de cocher et ça vous permettra, voilà, d'optimiser, de mutualiser les plafonds et d'optimiser la déductibilité. Voilà, la case 6QW, me semble-t-il. Voilà, merci, Mickaël. Alors, une question de Franck, justement sur la partie transfert dont on parlait tout à l'heure, qui veut transférer donc son ancien dispositif, son contrat Madelin, sur un PER. Donc, quels sont les frais et les délais moyens pour réaliser l'opération? Donc, on en a rapidement dit un mot tout à l'heure. Donc, bien sûr, il peut le faire. Les frais, depuis le 24 octobre, sont plafonnés. Si le Madelin, en l'occurrence ici, a moins de 10 ans, sont plafonnés à 1%. S'il a plus de 10 ans, les frais de transfert sortants donc, sont totalement gratuits. Donc, dans l'ensemble, c'est devenu quand même beaucoup plus, on encourage beaucoup plus le transfert des anciens dispositifs vers le PER, puisque ça vous coûte quand même beaucoup moins cher que ça a pu l'être par le passé. Et le délai moyen pour réaliser l'opération, Mickaël le disait, c'est encadré par la réglementation. Normalement, c'est 4 mois maximum. Certains assureurs ont des services dédiés, c'est le cas de l'UMR, et arrivent à réaliser des transferts en moyenne environ 2 mois et demi, ce qui est plutôt très bien. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Si en termes de stratégie, si votre Madelin a 9 ans et demi, par exemple, et va avoir 10 ans dans quelques mois, il serait certainement logique d'attendre que le contrat fête son 10e anniversaire pour réaliser un transfert totalement gratuit. S'il a 6-7 ans, généralement, les caractéristiques du nouveau contrat permettent de rentabiliser assez rapidement, si vous le choisissez bien, en termes de frais notamment, de rentabiliser le coût du transfert, même si c'est 1% du contrat. Et donc, ça vaut quand même le coup de ne pas attendre. Voilà. Mais ça peut valoir le coup d'attendre la gratuité des frais de transfert. Pareil de PER à PER. Si vous avez quelques mois encore à attendre avant la date anniversaire qui vous permettent de réaliser un transfert gratuit. Ancien dispositif gratuit après 10 ans. Entre PER, c'est gratuit au bout de 5 ans. Donc, la loi Pacte, 1er octobre 2019, il y a un certain nombre de PER qui aujourd'hui ont déjà fêté leur 5e anniversaire. Donc, ça peut être l'occasion de réaliser un transfert gratuit vers un produit de meilleure qualité.
Alors Sylvie, Michael, qui vous demande si l'on peut bénéficier de déductions fiscales sur les versements effectués après la retraite. Alors oui, Sylvie, effectivement, on peut continuer à bénéficier de l'avantage fiscal, à savoir la déduction sur les versements effectués après la retraite, de la même manière que quand on était en activité. La seule différence, c'est le calcul du plafond. Pour la détermination des plafonds, il y a deux façons. Quand vous êtes en activité, il y a deux façons de déterminer le plafond. Soit on détermine le plafond sur la base de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale en N-1, soit c'est 10% de vos revenus professionnels en N-1. Et on prend, l'administration fiscale retient le mode de calcul qui est le plus favorable. Donc ça, c'est lorsqu'on est en activité. Lorsqu'on est en retraite, à défaut d'avoir des revenus professionnels, eh bien la détermination du plafond se fera donc sur simplement sur 10% des revenus, 10% du plafond annuel de la sécurité sociale N-1. Voilà, donc ça veut dire que vous aurez potentiellement des plafonds plus faibles, mais techniquement c'est possible. Après, on en revient toujours à la même question, Michael. C'est est-ce que vous y avez réellement intérêt, puisque une fois à la retraite, vous avez souvent moins de revenus, donc il faut toujours que ces revenus soient fortement fiscalisés pour que la déduction ait un réel impact et génère une économie d'impôt significative. Et puis derrière, il ne faut pas oublier que si vous retirez les fonds quelques années plus tard pour compléter votre pension, par exemple, pour payer une activité ou payer quelque chose en particulier au moment de la retraite, vous serez refiscalisé, puisque quand vous avez déduit à l'entrée, vous êtes refiscalisé à la sortie. Donc, il faut bien calculer son coût. À chaque fois, c'est du cas par cas, sachant qu'aussi certains contrats de toute façon ne vous permettent plus d'effectuer des versements déductibles après un certain âge et ne vous permettent plus également d'adhérer après un certain âge. Donc ça, faut regarder les conditions contractuelles de vos contrats, mais c'est tout à fait possible. Je crois que l'UMR, l'adhésion est limitée quand on ne travaille plus, Michael, à 70 ans et 75 ans quand vous avez encore une activité, et je crois que les versements déductibles sont autorisés jusqu'à 75 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ce sont des éléments à avoir en tête. Ça varie d'un assureur à l'autre, d'un contrat à l'autre, mais ce sont des éléments à avoir en tête avant de réaliser l'opération. Voilà, merci Michael. Est-ce que c'était le mot de la fin? Mais oui, c'était le mot de la fin. Bon, merci beaucoup à vous tous. Merci de nous avoir suivis encore une fois. N'hésitez pas, avant que l'on ferme cette présentation, à nous poser des questions, à nous mettre des commentaires, à nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé. C'est un sujet qui est un petit peu technique. Nous avons également beaucoup de documentation sur notre site internet, chez patientdirect.fr, pour vous accompagner aussi dans la déclaration. Ce webinaire sera disponible d'ici 1 ou 2 jours, normalement, sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez bien sûr donc le visionner en replay, puisque le sujet est parfois un petit peu subtil, on le comprend bien. Et puis n'hésitez pas, voilà, à nous faire des retours. Et puis merci beaucoup, Michael, de votre présence encore une fois avec nous pour ce webinaire. Merci Henri pour ton invitation. Merci à vous tous. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.